Alors, aujourd'hui, nous parlons de concentration et de concentration des ions dans une solution. Alors, déjà, on ne parle pas de concentration d'un solide ionique en solution. Tout simplement parce que le solide ionique n'existe plus dans la solution. On l'a mis au départ. Par contre, dès que l'on met de l'eau, le solide ionique se transforme en ion d'après l'équation de dissolution qu'on a vue précédemment. Donc en fait, on va parler de deux types de concentration. Soit la concentration en soluté apportée, que l'on va noter C, c'est la concentration liée à ce qu'on met au départ. Soit on parlera de la concentration effective, ça veut dire réelle, d'un ion qui est présent dans la solution. La concentration effective se notera avec des crochets de part et d'autre de la formule de l'ion. Je vous laisse noter cela sur votre cours. Alors, petit a, parlons de la concentration en soluté apportée, c'est-à-dire C. Si j'ai une espèce chimique que j'appelle X, que je vais apporter, c'est-à-dire qu'elle est sous forme solide, et je vais la dissoudre pour obtenir un volume V de la solution. À ce moment-là, la concentration de cette espèce chimique X que j'ai introduit va être égale à la quantité de matière de l'espèce que j'ai introduite divisée par le volume de la solution. Cette concentration se calcule donc par rapport à ce que l'on introduit, pas à ce qui est réellement présent. Ce qui est réellement présent, nous allons le calculer dans le petit b, c'est-à-dire que nous calculons la concentration effective de l'espèce X. La concentration effective de l'espèce X se note X entre crochets, et ça va être la quantité de X, c'est-à-dire la quantité qui est réellement présente dans la solution, divisée par le volume de la solution. Bien évidemment, ces deux grandeurs, C et X entre crochets, sont liées. Regardons l'exemple suivant. Si l'on introduit le solide CaCl2 dans une solution, on introduit par exemple une mole de CaCl2. Nous voyons qu'après la dissolution, il se forme des ions Ca2+, et des ions Cl-. Pour une mole de CaCl2, nous formons une mole de Ca2+, et nous formons 2 moles de Cl-. Si j'étais parti de n moles de CaCl2, j'aurais formé n moles de Ca2+, et j'aurais formé 2n moles de Cl-. On aura donc toujours 2 fois plus de Cl- que de Ca2+. Et donc, si on a 2 fois plus de Cl- que de Ca2+, on a également 2 fois plus de Cl- que de CaCl2. On peut donc écrire que la concentration en Ca2+ va être égale à la concentration en CaCl2 que l'on a apportée, alors que la concentration en Cl- va être égale à 2 fois la concentration en Ca2+, et va être égale à 2 fois la concentration en CaCl2 que l'on a apportée. Dans le cas où la concentration en CaCl2 vaut 2 moles par litre, la concentration en Ca2+ sera donc également égale à 2 moles par litre, et la concentration en Cl- réelle dans la solution sera de 4 moles par litre. Dans cette leçon, pour le moment, nous avons parlé de solides ioniques, de solides moléculaires qui se dissolvaient dans l'eau parce qu'ils créaient des interactions avec l'eau, ou alors ils se dissolvaient dans d'autres solvants parce qu'ils créent des interactions avec d'autres solvants. Nous allons parler maintenant d'un solide un peu particulier, le savon. Vous avez appris dans la petite vidéo pourquoi le savon moussait, pourquoi le savon était capable de nettoyer. Donc nous allons reprendre dans le cours ce que vous avez vu dans cette vidéo.
Donc certains solvants présentent à la fois une partie polaire et une partie apolaire de la molécule. Ce sont des solvants qui s'appellent des solvants amphiphiles ou tensioactifs. Le savon n'est pas le seul solvant amphiphile ou tensioactif. Vous en connaissez plein d'autres. Par exemple, quand vous faites de la mayonnaise ou que vous faites de la mousse au chocolat, eh bien à ce moment-là, vous arrivez à mélanger intimement du gras, de la graisse, et une solution aqueuse. Il y a quelque chose qui va jouer le rôle de tensioactif. Ce tensioactif, par exemple, dans le cas de la mayonnaise, vous mettez de l'œuf, vous mettez de l'huile, vous mettez de la moutarde. Eh bien, l'œuf contient certaines molécules qui vont jouer le rôle de tensioactif et qui vont permettre d'insérer les petites gouttelettes d'huile dans l'eau qui est présente dans l'œuf. Pour la mousse au chocolat, c'est la même chose, vous utilisez du blanc d'œuf, c'est le blanc d'œuf qui va faire la liaison entre le chocolat, la matière grasse et l'air, comme des bulles de savon, sauf que là ce sont des bulles d'air dans du chocolat. Donc ce sont des produits qui sont fréquemment utilisés lorsqu'il faut dissoudre dans un milieu donné des produits incompatibles avec ce milieu. Par exemple des produits apolaires dans de l'eau qui est polaire ou alors des produits polaires dans un solvant apolaire tel qu'une peinture ou autre. Essayons de comprendre la structure du savon et pourquoi il a ses propriétés particulières. Le savon est une molécule qui va avoir cette forme-là. C'est-à-dire qu'elle est constituée d'une longue chaîne carbonée. Chaîne carbonée, vous savez, uniquement des liaisons carbone et des liaisons hydrogène, donc une partie qui est apolaire. Et ensuite, à l'extrémité de cette longue chaîne carbonée, nous avons un groupe caractéristique qui porte le nom de groupe carboxylate, qui est constitué d'un ion carbone lié à des atomes d'oxygène, un atome d'oxygène portant la charge moins, et il est accroché, quand il est solide, à un ion sodium Na+. Donc on a une molécule qui a deux parties différentes. Une longue partie ici apolaire, nous l'avons dit, et ici par contre une partie qui a des liaisons polarisées. La liaison carbone-oxygène est très polarisée, l'atome d'oxygène étant beaucoup plus électronégatif que le carbone. On va donc ici avoir une partie de la molécule qui est polaire. Et c'est ça qui va créer des propriétés différentes. Cette partie-là, qui est apolaire, va se dissoudre facilement dans les solvants apolaires, tels que l'huile. On va donc dire que c'est une partie qui est lipophile. Par contre, cette partie-là est constituée d'une partie polaire, qui donc va se dissoudre dans un solvant polaire, comme l'eau. On dit qu'elle est hydrophile. Hydrophile, ami de l'eau. Lipophobe, peur de la graisse. Donc, quand on a une chaîne carbonée qui est lipophile, elle sera également hydrophobe, et la tête qui est hydrophile sera lipophobe. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une espèce amphiphile, parce qu'elle a deux parties qui ont des propriétés complètement opposées. Les savons sont quand même faiblement solubles dans l'eau, parce que tout simplement, cette tête-là, elle n'est pas très très grosse. On va avoir l'équation de dissolution qui va s'écrire sous cette forme-là. R, c'est la chaîne carbonée, CO2Na solide, qui va donner dans l'eau R, CO2-, Na+, c'est-à-dire le carboxylate et l'ion sodium, comme représenté ici. En présence d'alcool, la solubilité va augmenter. Tout simplement, on va avoir plus de liaisons hydrogènes qui vont se créer, donc on va augmenter la solubilité. Cette différence de solubilité va être particulièrement importante quand on veut extraire une substance. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle un solvant d'extraction.
Vous avez déjà parlé de solvant d'extraction en seconde, mais nous allons revoir exactement ce que c'est. Et avant de parler bien d'extraction, parlons de solubilité. La solubilité se note petit s et s'exprime en grammes par litre d'une espèce solide, liquide ou gaz. Donc elle correspond à la masse maximale de cette espèce que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solvant. On aura donc S, la solubilité, qui est égale à la masse divisée par le volume. Attention à cette formule qui pourrait vous faire penser à la masse volumique, où la masse volumique, c'est une masse divisée par un volume. Sauf qu'ici, c'est la masse de soluté, et là, c'est le volume de solvant. La solubilité va dépendre de la température et de la nature du solvant, parce qu'elle est liée aux interactions entre le soluté et le solvant. Un soluté, il va être soluble dans un solvant si les interactions du soluté sont du même type que celles qui vont s'exercer entre les molécules et le solvant. En gros, on dit que qu'ils assemblent se ressemblent. Donc un solvant polaire va pouvoir dissoudre des molécules polaires parce qu'on a des interactions de la même nature. Un solvant polaire ne va pas dissoudre des molécules apolaires parce que les interactions ne sont pas de la même nature. Donc cela signifie qu'un solide ionique, ionique c'est forcément des ions, ou moléculaire, mais dans le cas où on a des molécules polaires, eh bien, va être soluble dans un solvant polaire. Par contre, un solide moléculaire, qui est composé de molécules apolaires, sera soluble uniquement dans un solvant apolaire. Par exemple, le diode I2, nous avons vu que c'était une molécule qui était une molécule apolaire. Donc le diode I2, solide, va se dissoudre très facilement dans un solvant organique, qui est un solvant apolaire. Par contre, elle va avoir beaucoup plus de mal à se dissoudre dans un solvant polaire tel que l'eau. Alors elle se dissolvera quand même un peu à cause des interactions de Van der Waals, mais très faiblement. Donc attention au mot solubilité et au mot miscibilité. Donc miscibilité déjà c'est que pour des liquides. Et pour les liquides, en fait on va pouvoir, selon les cas, utiliser soit le mot de solubilité, quand j'ai un soluté en petite quantité qui va se dissoudre dans un solvant qui est donc présent en plus grande quantité. Par contre, je parlerai de miscibilité quand j'ai deux liquides qui vont se mélanger, ou de non-miscibilité quand j'ai deux liquides qui ne se mélangent pas. Par exemple, l'huile et l'eau, on dit qu'ils sont non miscibles parce qu'ils ne se mélangent pas. Je ne dirais pas que l'huile n'est pas soluble dans l'eau. Je n'essaye pas de la dissoudre. J'essaye juste de faire se mélanger en toute proportion mes deux liquides. Donc par exemple aussi, si je prends du sirop et que je rajoute de l'eau, eh bien je dissous mon sirop dans l'eau. Je dis que mon sirop, il est soluble dans l'eau. Je ne vais pas dire que mon sirop, il est miscible à l'eau. Il ne se mélange pas en toute proportion, puisqu'on n'a pas les mêmes proportions de sirop et de solvant et d'eau. On dit d'ailleurs, on veut une menthe à l'eau. Ça veut dire qu'on met du sirop de menthe dans de l'eau. On va se servir de ces différentes propriétés de solubilité et de miscibilité donc pour réaliser une extraction. Tout à l'heure justement je vous ai parlé du diode. Le diode était
très fortement soluble dans le cyclohexane, solvant organique, mais très faiblement dans l'eau. Donc si on a du d'iode dans de l'eau et qu'on veut extraire ce d'iode dans de l'eau, eh bien on va utiliser un solvant d'extraction qui va permettre de l'enlever de l'eau pour le mettre dans ce solvant d'extraction. Donc, quand on va vouloir récupérer une espèce qui est dissoute dans une solution, on pourra réaliser expérimentalement une extraction par solvant. Dans certains cas, on verra que ça ne marche pas forcément à tous les coups. À ce moment-là, le solvant qui doit arriver à extraire cette solution, eh bien, doit avoir des propriétés particulières. C'est-à-dire que déjà, ce solvant d'extraction ne doit pas se mélanger au solvant de départ. Donc on va dire que le solvant extracteur ne doit pas être miscible avec le solvant initial. La deuxième caractéristique essentielle, c'est que le soluté, donc l'espèce qu'on cherche à extraire, doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant initial. En gros, elle préférera aller dans le solvant extracteur plutôt que de rester dans le solvant initial. Pour réaliser une extraction par solvant, on va utiliser un matériel de chimie particulier qui s'appelle une ampoule à décanter. Vous en avez une schématisée ici. Donc c'est une verrerie spécifique qui est constituée donc d'une large cavité ici, avec un tube beaucoup plus fin à son extrémité. De ce côté c'est ouvert, on pourra rajouter un bouchon, et de ce côté on a un robinet. Ça va permettre en fait tout simplement de faire couler une phase après l'autre, puisqu'on a des liquides qui ne se mélangent pas, donc des phases qui sont des phases différentes. Donc là par exemple, on a mis au départ un solvant initial qui contenait une espèce dissoute. On avait un mélange homogène. Et on rajoute un solvant extracteur par-dessus. Ça c'est avant agitation. Ensuite on va agiter énergiquement. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on voit que le solvant extracteur a changé de couleur. Tout simplement parce que l'espèce dissoute qui était au départ dans le solvant, vous voyez c'était un peu verdâtre, dans le solvant, va se trouver maintenant dans le solvant extracteur. L'ampoule à décanter a juste permis pour le moment le mélange. Elle va avoir une importance cruciale quand on va vouloir récupérer le solvant initial et ensuite le solvant extracteur de manière séparée. Mais en fait, lors de cette extraction, parce que pour le moment il y a eu extraction, eh bien il y a eu transfert de l'espèce chimique dissoute du solvant initial vers le solvant extracteur. Donc ce cas de situation se présente quand on a un solvant extracteur ici qui est moins dense que le solvant initial. C'est pour ça qu'il se trouve en haut. Bien évidemment, si j'avais un solvant extracteur qui était plus dense, eh bien, il se trouvera en bas. Donc en fait, la position du solvant extracteur par rapport au solvant initial vont être liées à leur densité, mais ce n'est pas ce qui va caractériser le choix du solvant extracteur que nous avons vu ici. On dit que le solvant le moins dense constitue la phase supérieure. Voilà pour ce chapitre 11 qui est maintenant fini.